et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Collin, figure emblématique de notre écosystème e-commerce. Catherine est la fondatrice de Made in Design qu'elle a créé il y a plus de 20 ans. Au départ, pure player qui vend des meubles et de la décoration premium, Made in Design s'est développé aussi dans le B2B et dans le retail. Et il y a un an, l'entreprise a rejoint le groupe Printemps. Nous avons donc avec nous un acteur privilégié pour aborder les 3 grands thèmes habituels que je vous rappelle, à l'été 2020, qui est le consommateur, quels sont ses comportements d'achat, bref, comment le marché se comporte-t-il. Ensuite, on verra le retail et le e-commerce s'adaptent, quels sont les enjeux et les perspectives marché pour eux. Et puis enfin, nous discuterons de la façon avec laquelle les annonceurs peuvent prendre la parole, quel type de relations les marques peuvent ou doivent entretenir avec leurs clients. Alors bonjour Catherine, merci 1000 fois d'avoir accepté mon invitation. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, Catherine Collin, je suis la fondatrice de la société Made in Design, comme tu l'as expliqué, qui est une société que j'ai créée il y a 20 ans, au tout début du e-commerce. Voilà, on a défriché le terrain pour être devenu l'acteur leader européen dans notre domaine d'activité. Comme tu l'as expliqué, en 20 ans, nous avons développé beaucoup d'activités connexes à celles de départ. Et alors, c'est hyper intéressant d'avoir en fait quelqu'un qui, comme toi, a aujourd'hui plus de 20 ans d'expertise, d'expérience dans le digital et dans le e-commerce. Il y a 20 ans, globalement, en 2000, le e-commerce était balbutiant. Il y avait encore peu de consommateurs. Globalement, comment cette idée t'est venue ? Comment tu as eu envie il y a 20 ans, de vendre des meubles et de la décoration ? Alors, écoute, j'ai l'impression d'être un dinosaure, là. J'ai l'impression d'être un dinosaure et de remonter à une époque, parce que 20 ans en soi, c'est beaucoup, mais à la dimension du e-commerce, on a l'impression que ça fait des centaines. Bon, je vais te rassurer tout de suite. Voilà. Je vais te rassurer et te mettre à l'aise. En 99, j'ai commencé à travailler dans les startups Internet chez un comparateur de prix. Oui, je connais ton parcours. Donc, tu Donc, vois. voilà. Non, en fait, comment est venue l'idée ? En fait, l'idée, c'était de disturber, même si on n'utilisait pas ce vocabulaire à l'époque, c'était de disturber complètement le marché du design et de le transformer. Donc, c'était un marché qui, évidemment, n'était pas du tout digital et donc une offre qui était confinée dans des boutiques extrêmement élitistes. Et donc, le propos, c'était effectivement de transformer le marché par le digital et donc de permettre au design d'être accessible au plus grand nombre. Donc, notre mission est toujours d'ailleurs la même, c'est-à-dire notre mission, c'est d'apporter le meilleur du design au plus grand nombre. Donc, c'est une mission qui se situe dans une dynamique de beau et de bon et finalement qui est une dynamique qui est très importante aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure par rapport à l'approche et les attentes du consommateur.
on a toujours été dans le bon, dans la qualité, et le fait d'apporter ce bon et ce meilleur à nos clients. Et donc, voilà, j'ai pensé qu'effectivement, le support Internet était le meilleur support pour aller vite. Ça permettait de gagner en vitesse pour toucher un public qui était certainement un public assez réduit au départ, mais dont on pensait qu'il allait très vite s'élargir. Et donc, ça s'est révélé effectivement un support et un médium extrêmement puissant, à la fois de distribution, mais également de communication. Associé à tout ça avec une stratégie de marque. Made in Design ne s'est jamais positionné comme un distributeur en tant que tel, mais vraiment comme une marque. Voilà. Et alors, effectivement, c'est un élément de singularité de Made in Design. Je me souviens avoir visité les locaux de Made in Design et le stock du côté de Grenoble. C'est impressionnant, il y a quand même beaucoup de surface, donc on mesure le chemin qui a été parcouru. Il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est quand tu te lances comme ça, comment tu fais le sourcing? Comment, en fait, finalement, tu designes ton offre pour les consommateurs? Le sourcing est clé dans ton business. Complètement. Le sourcing est clé et ça fait partie, de toute façon, le sourcing est lié au marché. Il faut comprendre le marché, les attentes des consommateurs pour avoir une proposition adaptée. Et même, on est plutôt, nous d'ailleurs, dans l'anticipation. Alors, le sourcing, en tout cas l'offre de produits, doit répondre à plusieurs attentes, donc je viens de le dire, les attentes du marché des consommateurs, et on est plutôt dans une dynamique effectivement d'anticipation et de devancer les besoins. On y viendra aussi tout à l'heure, mais bon, par exemple, l'année dernière, en septembre, on a fêté nos 20 ans et on a clairement affirmé notre position de défendre un design éco-responsable et en prenant la parole et en disant on veut être au design éco-responsable, ce qu'on a été au design il y a 20 ans. Donc c'est répondre effectivement aux besoins des consommateurs, mais comme on est une vraie marque et on a ça dans notre ADN et dans la peau, c'est qu'on est extrêmement on fait découvrir en fait. Voilà, donc on permet à nos amis, je parle d'amis parce qu'on a cette notion de partage, on permet à nos clients, à nos amis, de découvrir, de rêver. Donc on est découvreur de talent, on va définir des tendances et raconter de jolies histoires en permanence à nos clients. Et donc on travaille tout ça. On a à peu près 5 thématiques en moyenne par semaine qui sont exploitées avec des regards effectivement différents. Pour exemple, on va pour la fin de l'année proposer un Noël merveilleux avec des designers 3D, donc des environnements créés en 3D dans lesquels vont vivre nos produits, mais voilà, avec le but d'apporter de l'amour. On va être dans un Noël complètement hug, de l'amour, mais aussi du merveilleux, de la surprise. Voilà. Donc en fait, tu racontes bien plus que du produit, tu fais vivre une expérience assez singulière, particulière à tes consommateurs. Il y a une histoire qui est racontée. Tu travailles avec des designers. Ça veut dire quoi? Les produits qu'on trouve sur Made in Design, quelque part, on les trouve nulle part ailleurs? Les produits sur Made in... Excuse-moi, je n'ai pas bien entendu la fin. Les produits qu'on trouve sur le site de Made in Design, on les trouve nulle part ailleurs? Alors, il y a des produits évidemment qu'on trouve ailleurs. En fait, le tout, c'est effectivement la composition de l'offre et la dynamique de Made in Design. Donc, on a une dynamique qui est globale. Donc, dans notre offre, on va avoir des produits qu'on retrouve, mais peut-être aussi raconter ou présenter d'une certaine façon qu'on ne va pas pouvoir appréhender ailleurs, et puis bien sûr une offre qu'on ne trouve pas ailleurs, parce qu'on est dénicheur de talent, et donc on a pour rôle d'intégrer évidemment de jeunes designers, de jeunes créateurs, et dans notre ADN aussi, dans notre mission, c'est de permettre à un maximum de créateurs et de designers d'avoir accès au marché
au travers de Made in Design. Et on est là pour soutenir la création, donc ça c'est aussi notre vocation. Ça veut dire quoi? Donc Made in Design de toute façon est perçu comme la Bible. C'est la Bible, c'est la référence dans le domaine du design. Et donc dans ce cadre-là, nous allons référencer des produits qui ne seront pas forcément des best-sellers, mais qui, de notre point de vue et du point de vue de notre ligne éditoriale, sont des produits qui doivent être absolument référencés par Made in Design et surtout présentés et partagés avec notre public. Donc en fait, on a une ligne éditoriale qui nous est très personnelle et qui est basée sur le fait de pouvoir présenter des produits qui sont à la fois accessibles, parce que c'est notre dynamique de rendre le design accessible au plus grand nombre, mais également des produits qui sont peut-être plus pointus, qu'on aura du mal à voir en boutique ou ailleurs, mais qui nous semble important de proposer parce qu'ils permettent une approche de l'univers du design qui est intéressante et pertinente. Bon, finalement, si je comprends bien tes propos, il y a des tendances et puis Made in Design, en fait, soit génère des tendances ou alors a la conviction et porte une conviction, défend une conviction dans les tendances du design. C'est un peu ça? Ah ben complètement. Ouais. On est une entreprise de conviction. Bon, c'est le bon mot. On est vraiment, alors les équipes sont vraiment dans ce mood-là. On est très impliqués. Tu vois, encore hier, on va sortir des collections exclusives pour Made in Design et le printemps pour Noël. Donc, je recevais les échantillons hier. Bon, bah, voilà, c'est de la joie, c'est de la fête. On va faire ça avec, voilà, il va y avoir des produits de jeunes créateurs qui sont absolument pas diffusés. Bon, voilà, c'est toute la dynamique de la société qui vit au cœur de la création, quoi. Donc c'est quand même un vrai bonheur. Ouais, je comprends. Tu viens d'évoquer le printemps. Je l'ai également cité en introduction il y a un an et quelques mois. Made in Design a intégré le groupe le printemps. Pourquoi? Et puis surtout, qu'est-ce que ça change en fait pour toi? Alors, pourquoi? En fait, il y a ce qui est tout à fait... on n'était pas dans une dynamique d'intégrer un groupe pour intégrer un groupe, en fait. Pour nous, ce qui était important, c'est effectivement le sens. Et donc, on s'est rencontrés effectivement avec le printemps et tout de suite, un certain nombre de synergies évidentes ont été posées. Alors, la première des synergies qu'on comprendra, c'est la volonté du groupe Printemps de se digitaliser et de renforcer l'omnicanalité. Donc, Made in Design a donc pour mission de développer le digital pour tout le secteur de la maison pour le groupe Printemps et en même temps de développer l'omnicanalité. Donc c'est à la fois une présence digitale, une présence physique qui sont complémentaires dans le cadre d'une omnicanalité et donc d'impulser cette dynamique au niveau du groupe. Et puis la volonté aussi du printemps de se positionner comme un acteur lifestyle. C'est-à-dire pas uniquement mode, mais complètement lifestyle. Donc, on vient compléter la partie lifestyle sur cette dynamique design et maison. Et enfin, il y a un troisième dynamique stratégique qui est l'international. Donc, le printemps a annoncé au mois de mai de l'année dernière la reprise d'une stratégie digitale avec notamment des projets sur Doha et sur l'Italie. Et donc, Made in Design s'inscrit dans cette dynamique internationale puisque Made in Design est leader européen à l'heure actuelle sur le côté e-commerce, dans le domaine du e-commerce. Voilà. Donc, en fait, une complète synergie et complémentarité. Et donc, du coup, quand on est intégré à la stratégie d'un groupe qui est une stratégie dynamique et volontaire, c'est effectivement très intéressant. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous? Ça change que, en fait, l'omnicanalité
on l'avait expérimenté déjà avant le groupe Printemps, et que c'était de toute façon dans notre dynamique, alors plutôt avec une vision shop-in-shop. Donc en fait, ça nous permet d'accélérer ce sujet de développement omnicanal avec le groupe, et puis ça nous ouvre des perspectives intéressantes également au niveau de l'international. Donc on est complètement ravis. C'est une belle histoire. Ouais, c'est vraiment une très très belle histoire qui s'inscrit en tout très cas dans une deuxième vie de Made in Design. Ouais, on comprend bien les synergies industrielles, la cohérence qui se met en œuvre. En termes de conséquences, malgré tout, il y a une séparation géographique entre les deux entreprises. Le Printemps est quand même une entreprise parisienne et Made in Design, je le disais, dans les Alpes, dans la région de Grenoble. Est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est une difficulté, un challenge pour vous, cette distance? Non, absolument pas. Écoute, alors du coup, tout le monde est entre Grenoble et Paris depuis très longtemps au niveau de la société, puisque nous avions déjà des magasins parisiens d'une part, avec un autre groupe, donc qui n'était pas loin du Printemps d'ailleurs, qui était le groupe Galeries Lafayette. Et puis on a des bureaux depuis, je ne saurais même pas dire depuis combien de temps, nous avons des bureaux parisiens. Où il y a des équipes, alors toute la partie management retail, on a les équipes de communication, relations presse, et puis une partie de l'équipe B2B qui est sur Paris, qui est un lieu aussi où on invite nos fournisseurs, nos clients, où on fait des présentations presse. Donc on invite la presse, les influenceurs, etc. Donc on a sur Paris un vrai lieu de vie qui se trouve d'ailleurs rue d'Aboukir, en grand centre de Paris, près du Palais Royal. On est vraiment très bien. Bon, très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup Catherine pour ce premier pitch général. Je crois que tout le monde comprend mieux qui est Made in Design et puis finalement le projet qui est en train de se construire avec le Printemps. Ça va nous permettre de venir sur le premier thème qu'on voulait aborder ensemble, qui est en fait, tu l'as dit tout à l'heure, le consommateur, le marché. Le consommateur post-Covid n'est plus tout à fait le même. Ses besoins ont un peu évolué, ses habitudes de consommation elles peuvent avoir un peu changé aussi. Bon, bref, qu'est-ce qui est conjoncturel, qu'est-ce qui peut perdurer? Selon toi, comment tu vois le marché, le consommateur aujourd'hui? Écoute, déjà, je le vois très bien. Alors, s'il y a quand même le premier élément quand même de cette période Covid a été que de nouveaux consommateurs sont arrivés quand même. C'est-à-dire que le e-commerce a gagné de nouveaux consommateurs. Et donc, Made in Design, au sein du e-commerce, a gagné de nouveaux consommateurs avec des croissances très très importantes. Donc, depuis le mois d'avril. Donc, on était en croissance, évidemment, déjà importante avant confinement, mais on a complètement explosé, on va le dire comme ça. On a complètement explosé. Donc, nous, on avait plutôt comme sujet de gérer la croissance. Ouais, c'est des sujets qui sont toujours difficiles, voilà, mais plutôt agréables. Voilà. Et que nos fournisseurs puissent suivre, donc pour satisfaire nos clients. Donc très clairement, pour nous, c'est déjà une hausse de commandes, de chiffre d'affaires et de consommation sur le web. Bon. Cette hausse, elle est tu donnes des chiffres sur, même si c'est pas du chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est une hausse de 20, 30, 40, 50, 100%? Écoute, on était sur des hausses de 40%. D'accord. Ok. Voilà. Et alors, attends, avant parce que je voudrais juste continuer sur ça, mais pas sur les chiffres. Est-ce que tu as observé finalement les consommateurs choisir des catégories de produits différentes que ce qu'ils pouvaient choisir avant? Est-ce que tu as toujours les mêmes best-sellers ou est-ce que ça a changé? Alors,
on a globalement toujours les mêmes best-sellers, mais effectivement, on a analysé le sujet pour affiner notre stratégie et notamment la stratégie rentrée. Donc très clairement, le côté je cuisine, je jardine, je bricole. Donc, alors, on n'a pas d'outil de bricolage, mais dans cette philosophie, toutes les catégories liées à la cuisine ou de près ou de loin par rapport aux plantes, etc., sont des catégories qui ont évolué beaucoup plus vite que les autres. Ça, c'est d'un côté. Après, du côté mobilier, on parlait de hug tout à l'heure, c'est mon grand mot en ce moment. On en manque de hug, donc on a besoin de hug. Du coup, on est sur des catégories fauteuils, canapés, etc., qui ont progressé beaucoup plus vite que les autres, donc ce besoin effectivement de confort. Voilà. Et une troisième catégorie, qui est une catégorie qui correspond à un besoin pratique lié au télétravail, qui est la catégorie bureau. Après, évidemment, on était en pleine saison de l'outdoor et il a fait très beau pendant cette période de confinement. Donc, nos clients qui avaient la chance d'avoir des jardins ou des terrasses en ont profité et donc l'outdoor a explosé. Voilà. Oui, parce qu'en fait, tu as une offre de produits pour l'outdoor, du mobilier de jardin, des tables, des chaises. Bien sûr. Et ça, c'est important de le préciser. Donc, tes consommateurs, finalement, ils ont été au rendez-vous. Tu as senti un marché sur l'ameublement design qui finalement a maintenu sa croissance et s'est même vu accélérer. J'imagine qu'il y a quand même dû y avoir un petit affaissement au moment du confinement mi-mars, mais tu vois finalement une dynamique s'inscrire dans le temps. Est-ce qu'aujourd'hui elle se maintient? Est-ce que vos consommateurs vous remontent dans les échanges que vous pouvez avoir avec eux des attentes, des besoins de façon un peu différente? Est-ce qu'ils vous interrogent sur la provenance des produits davantage? Comment? Alors, cette croissance, on la considère comme pérenne, donc elle ne va certainement pas rester à 40%, mais bon, on pense au moins 20-25%. Donc, on considère qu'elle va être pérenne. Après, nous, on est dans une dynamique. Le fait de se dire, nos consommateurs ont besoin de savoir ce qu'ils consomment, de consommer avec des produits d'une part de qualité et qui sont éco-responsables et donc d'avoir une vision de qualité de consommation et de qualité de vie, ça c'est quelque chose qu'on a anticipé il y a déjà très longtemps. Ça c'est dans la réponse, mais c'est dans la réponse que tu apportes, on va y venir juste après, mais ton consommateur, est-ce que lui il manifeste d'une façon ou d'une autre son désir justement dans ce sens-là? Alors, il ne nous manifeste pas directement. Il ne manifeste pas directement. On va le voir par des réactions sur les réseaux sociaux. Ouais. Et on va le voir au travers de ce qui peut être vu, regardé sur le site et acheté. Voilà. Donc c'est une réponse, mais bon, pour nous, c'était aussi une anticipation de marché, c'est-à-dire que ça a toujours été dans notre philosophie. Alors bien sûr, on a des produits plus gadgets parce que l'éco-responsabilité n'exclut pas de se faire plaisir. C'est pas des mondes séparés, noir, blanc, etc. Mais bon, le design en soi, et on a passé beaucoup de temps à essayer de comprendre ce que c'était qu'un produit éco-responsable, donc il y a différentes approches, à classer notre catalogue, et donc le constat qu'on a pu faire après cet énorme travail, c'est que en fait, il y a 70% de nos produits qui répondent au moins à un critère d'éco-responsabilité. C'est structurant pour toi. Est-ce que tu peux prendre 2 minutes pour nous expliquer ce que c'est en fait chez Made in Design des produits éco-responsables? Alors les approches, elles sont multiples. Il y a une notion évidemment de proximité.
Donc, on a toujours eu ce rôle de soutien aux éditeurs français, aux créateurs français et également européens. Voilà. Donc, on a les produits fabriqués à vie, on en a, mais c'est pas du tout, ça n'a jamais été dans le cœur de notre dynamique. Donc, il y a vraiment un côté proximité. Il y a l'artisanat. Enfin, on est et heureusement, je trouve que c'est vraiment très plaisant. On est sur un marché qui évolue avec des designers makers et donc le retour de la matière, du travail de la matière et donc de bien qu'on se rapproche du créateur. En fait, ça c'est un vrai besoin du client. Au-delà de comprendre la qualité du produit, c'est aussi de se rapprocher du créateur. Après, ce sont des matériaux qui sont recyclés. Ce sont des matériaux qui sont recyclables. Donc voilà, donc on a une multiplicité d'approches avec des choses qu'on ne sait pas. Et d'ailleurs, les marques avec lesquelles on travaille et nos clients aussi professionnels, parce qu'on pourrait avoir tendance à parler que des clients B2C, nos clients B2B, on travaille beaucoup avec l'hôtellerie, avec des groupes comme Accor, etc. Nos clients ont besoin aujourd'hui de comprendre dans l'offre qu'est-ce que c'est qu'une offre éco-responsable et de bien pouvoir l'identifier parce qu'ils l'intègrent également dans leur démarche, globalement dans leur démarche d'achat. Bien sûr, c'est des critères qui, au niveau des achats, deviennent de plus en plus importants. Merci pour cette petite explication. On voit effectivement que finalement, une tendance, c'était plus qu'une tendance, une décision de long terme se voit renforcée et puis accélérée pour vous avec ces sujets-là. Tu le mentionnais tout à l'heure quand je t'interrogeais au sujet du groupe Le Printemps et puis finalement les missions qui sont les vôtres. Tu nous disais il y a ce sujet de l'omnicanalité. Et là, je voudrais arriver justement sur l'adaptation en fait de l'e-commerce, du retail en général, parce que quand on parle omnicanal, on parle différents canaux de distribution, dont les points de vente physiques. Quels sont, selon toi, les enjeux pour vous par rapport à l'omnicanalité et de façon plus globale, finalement, l'adaptation de la vente, du commerce en général, que ce soit online ou offline, sur les mois ou les années à venir? Écoute, moi je pense que en fait c'est le sujet de la marque. Donc une marque, c'est une entité. C'est une entité au travers de son offre, au travers de sa mission, au travers de son ADN. Et cette marque, elle doit vivre de la même façon, et que ce soit dans un environnement physique, digital, éphémère, voilà. Donc il y a vraiment, le premier point, c'est vraiment la définition très claire de ce qu'est la marque et la façon dont ça va pouvoir s'exprimer à la fois sur le digital et à la fois en physique. Donc c'est le mode d'expression qui peut être différent. Par exemple, on va avoir une scénographie, si on veut parler d'inspiration, par exemple, on va avoir une scénographie physique à mettre en place. Sur le web, on aura pu aussi mettre en place une scénographie qu'on aura photographiée, mais aussi on peut le faire avec de la 3D ou des assemblages de produits, des propositions, des photos de fournisseurs, enfin que sais-je. Voilà, donc c'est en fait le sujet est de trouver, de bien définir en fait les modes opératoires pour que la marque puisse vivre en entité totale. Et après, peu importe en fait, on vend où, c'est pas la question, quoi. Voilà. Donc sur le web, bah oui, on est là aussi pour à la fois au travers de notre site en CRM, etc., pour guider nos clients en magasin. Mais en magasin, voilà, on va avoir un espace de X mètres carrés, mais cet espace de X mètres carrés, on ne raisonne même plus en nombre de mètres carrés. C'est en fait sur cet espace, on a un contact physique avec la marque, on a un contact physique avec un conseiller de la marque et on a accès
non pas à ce qui est présenté à l'intérieur de ces mètres carrés, mais on a accès à l'ensemble de l'offre. Donc, qu'on soit en digital ou en physique, on a toujours accès à l'ensemble de l'offre Made in Design, c'est-à-dire à plus de 35 000 produits. Mais c'est hyper intéressant, c'est un point très intéressant que tu mentionnes, parce que finalement, ce que tu es en train de dire, quelque part, porte sur la redéfinition du point de vente. Alors, tu vas me dire, dans l'ameublement, c'est peut-être particulier, puisqu'il y a un côté expérience qui est pas le même que dans un magasin de vêtements, mais le point de vente, finalement, il n'est pas là pour présenter, c'est pas un showroom au sens où je vais pouvoir trouver l'ensemble du catalogue, c'est plutôt faire vivre aux consommateurs une expérience de design. Corrige-moi si je dis des bêtises, mais c'est comme Oui, ça que je mais le c'est exactement ça. Et puis, finalement, avec du conseil pour le guider sur des tablettes, sur des écrans digitaux pour passer commande éventuellement. C'est ça? C'est exactement ça. Hein. Donc pour moi, le physique va d'ailleurs se renouveler. Enfin, le propre nous, notre dynamique, hein, elle est vraiment un renouvellement à la fois dans nos contenus, mais également dans notre offre, dans la mesure où on n'est pas dans une course à la consommation et à l'intégration, c'est pas du tout notre positionnement, mais il y a quand même beaucoup de créations qui nous font envie et qui sont de qualité. Et donc, on intègre, suivant à peu près 6, pour faire court, hein, on intègre à peu près 6 000 nouvelles références par an, quoi. Voilà. Donc ça nous donne un ordre d'idée, donc il y a une vraie dynamique, et donc il y a cette dynamique de renouvellement de l'offre, de renouvellement des expositions et de renouvellement de l'inspiration, et ce côté events aussi, hein, il faut absolument, c'est l'expérience liée à la marque, il faut le retrouver en magasin. Il y a dans notre ADN également le conseil. On est, depuis le début, on est sur Internet, on a démarré sur Internet, mais néanmoins, on a toujours conseillé nos clients. Donc, on a des conseillers personnels qui accompagnent nos clients, qui viennent, et on peut faire des appartements complets à distance ou en rencontrant le client s'il y a besoin. Donc, on apporte ce conseil en B2C, évidemment en B2B, avec des professionnels experts et qualifiés. Et donc, c'est indispensable qu'on retrouve cette dynamique de conseil au sein d'un magasin. Donc, quelqu'un qui va rentrer dans l'univers physique de Made in Design va se voir proposer l'ensemble de l'offre de Made in Design, avec en plus la capacité d'avoir les produits. Ça, c'est vraiment par rapport une rupture par rapport au commerce physique habituel. C'est j'ai pas le stock là dans mon magasin, j'ai un petit stock quelque part, là, et donc vous allez attendre 10 semaines pour avoir votre produit, quoi. Voilà. Donc nous, cette dynamique d'offre, cette dynamique de stock, elle est vraiment, elle vit complètement au niveau des magasins. Quelqu'un qui vient va les conseiller, va lui dire, vous allez prendre plutôt cette table, ces chaises, etc. Ils sont en stock, ils sont potentiellement livrés chez vous en 24 heures. Voilà. Donc, on rentre cette commande depuis le magasin dans nos systèmes, pouf, ça passe le même circuit logistique, même circuit que si c'était une commande en ligne, et puis pouf, c'est livré chez le client, quoi. Voilà. Donc, du coup, encore une fois, c'est apporter la même expérience de marque et de service, quel que soit l'endroit où on se trouve. Alors, comment concrètement Made in Design s'intègre on parle du printemps, enfin, tu citais aussi les Galeries Lafayette, ce sont les deux vaisseaux amiraux des grands magasins. Ça fait partie Galeries Lafayette, évidemment, on a fermé. Hein. Non, mais bien sûr, mais là, au printemps, ce que je veux dire par là, c'est que ça fait partie du patrimoine des Français, les grands magasins sur les grands boulevards. Comment ça s'intègre physiquement, finalement, cette proposition de valeur en point de vente? Il y a un espace dédié à la maison qui s'appelle Made in Design au sein du printemps. C'est quoi? Oui, alors c'est encore en évolution. Hein, donc ça fait 1 an qu'on a intégré le groupe. Donc en premier lieu, il y a une stratégie qui a été posée effectivement de shop-in-shop. Hein, donc il y a un certain nombre de lieux qui ont été identifiés. Donc aujourd'hui, on est présent sur Paris, Lille et Lyon. D'autres ouvertures sont prévues. Et il y a évidemment un travail stratégique qui est fait avec le groupe Printemps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette dynamique, elle est
elle est stratégique au niveau du groupe. Hein. C'est pas, voilà, tu parlais alors, le printemps a une très très jolie histoire, un lieu absolument magnifique, mais c'est une entreprise qui bouge, c'est une entreprise en transformation. Et donc, nous, on est vraiment dans cette dynamique stratégique de transformation. Alors, il y a des éléments que je ne peux pas encore livrer complètement, mais voilà. Donc, il n'y a pas de... il y a une volonté très claire. Il y a une volonté stratégique qui est très claire et donc il y a une volonté d'exécution qui s'ensuit, quoi, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, on a des shops, Made in Design à l'intérieur de Haussmann. Par exemple, on a repris sur Haussmann toute la partie lighting, luminaire, voilà. Donc les choses sont en cours d'intégration, mais il y a bien cette volonté de faire partie des murs du printemps. Pour conclure notre échange, Catherine, il y a un dernier thème que je voulais évoquer avec toi, qui est justement celui de la relation client, de la prise de parole de l'annonceur, comment les choses peuvent s'organiser aujourd'hui. Est-ce que tu notes finalement un besoin de faire autrement? Est-ce que le CRM prend plus de place? Quel est ton point de vue sur le sujet? Alors, je pense que le client a vraiment besoin d'être accompagné. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement, mais qui fait partie de notre ADN complète. Hein. Donc, on vend des produits qui sont des produits qui ont une valeur. Et donc, du coup, c'est tout un accompagnement du client, à la fois, comme on le disait, en conseil, en service, en qualité de service, etc., en suivi de commandes. Mais effectivement, le CRM se travaille dans un sens de plus en plus précis, c'est-à-dire le sujet, c'est le sujet de tout le monde, hein, c'est comment on est de plus en plus dans le one-to-few, et donc on va d'aller vers nos clients avec une proposition qui va l'aider et qui va l'intéresser au mieux. Donc ça veut dire effectivement aller plus loin dans la définition. Nous, par exemple, on a travaillé là pendant des années sur 6 grands personas. Bon, voilà, donc maintenant il est très clair qu'il faut qu'on aille plus loin. Ça nous a amené à changer d'outil, hein, très clairement. On a changé d'outil CRM, par exemple, dans cette dynamique-là, puisque, je ne vais peut-être pas citer les noms, mais enfin bon, on avait un mastodonte en outil CRM qui était très lourd, et donc on est passé à un outil extrêmement agile, et donc qui nous permet de dégainer des triggers ou de dégainer des ciblages et des ciblages pérennes très facilement. Voilà. Donc le sujet, c'est de s'adapter au plus proche des besoins et des centres d'intérêt de nos clients. Mais on a une stratégie de marque, en fait. Hein, donc, on est vraiment dans cette dynamique de parler régulièrement à nos clients et de partager avec eux un certain nombre de choses. Mais c'est vraiment sous différents formats. Là, on est dans le cadre d'un podcast. Made in Design a lancé ces podcasts il y a déjà plusieurs mois, donc en partenariat avec Décodeur Podcast, où on a un podcast qui s'appelle Fresh et qui décrypte les tendances. Donc c'est un quart d'heure, on va dire tous les 15 jours, qui permet de décrypter les tendances. Voilà, donc ça c'est une façon pour la marque de prendre la parole. Donc on va prendre la parole au-delà d'une communication, on va dire, classique au travers du site ou au travers du CRM. Notre souhait, c'est de prendre la parole de façon beaucoup plus importante. On a choisi un certain nombre d'ambassadeurs, par exemple, de la marque Made in Design. Par exemple, on a comme ambassadeur un jeune architecte talentueux qui fait vraiment du contenu très intéressant autour du design et de l'architecture. Et là, vous pouvez aller sur l'Instagram
Instagram de Romain Costa et vous allez gagner, vous pouvez participer à un jeu concours et gagner une lampe TACCHEF chez Floche. Voilà. Donc, non, c'est vraiment. Après, on est en communication très rare. Enfin, on a une communication très forte avec la presse, qui est aussi un support relais. Évidemment, la puissance du groupe Printemps est aussi un élément important. Ce que je veux dire, c'est que en fait, il faut la relation avec son client, elle est complètement multiple. Elle est déjà dans l'efficacité de ce qu'on peut faire autour du service et de l'accompagnement de nos clients. Elle est dans le fait de s'adapter au mieux à ses désirs et à ses besoins, et elle est dans le fait aussi de prendre la parole et de prendre la parole par rapport à ce qu'on est et qui permettent de partager avec ses clients une vision, des découvertes, etc. Voilà. En fait, si je résume ce que tu viens de dire, et puis une fois encore, tu me corrigeras si je me trompe, mais globalement, tu appuies sur un contenu de fond, c'est-à-dire il y a une forme de travail de fond qui est fait dans les contenus. Tu parlais du podcast, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ce n'est pas une campagne display, c'est ce que je veux dire par là. Et puis il y a différents canaux qui sont utilisés. Et en même temps, tu nous expliques, et je trouve que c'est très intéressant, que le CRM joue un rôle de plus en plus fort, et je partage cette conviction-là. Moi, j'allais te demander, est-ce qu'on va vers des communications individualisées, et tu as répondu avec le one to few. Le one to few, quelque part, c'est un peu ça. Ouais, c'est de plus en plus petit. On n'est pas encore directement dans des communications individualisées, mais enfin, tu parles de personas, 6 personas, qui habituellement sont designés pour finalement définir les portes d'entrée sur le site. Maintenant, tu l'utilises aussi dans la communication, avoir des groupes de plus en plus fins. Peut-être que dans quelques temps, tu en auras encore plus que 6. Donc, c'est vraiment des... Merci, je te remercie pour ces insights. C'est très très intéressant de comprendre un peu cette stratégie que défend Made in Design. Alors après, après, voilà, donc on est effectivement, pour répondre aux besoins, on a lancé la seconde main, par exemple. Donc, alors ça, c'est une dynamique qu'on a depuis longtemps, enfin, qui me paraît important par rapport à toutes les préoccupations dont on a parlé, qui est que du coup, nous, on recycle tous les produits, on ne jette pas, et donc du coup, c'est maintenant une catégorie qu'on retrouve en permanence sur le site, et on va encore aller plus loin sur ces aspects seconde main. On a aussi une dynamique de proposer vraiment des ensembles complets aussi à nos clients. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver sur les mois à venir. Voilà. Donc il y a encore plein de choses. Ouais, c'est génial. En tout cas, encore plein de choses dans les tuyaux. C'est pas. Non, mais ça, je doute pas que les journées sont chargées, les projets multiples et les objectifs variés. En tout cas, Catherine, merci 1000 fois d'être venue partager avec nous ton retour d'expérience, ta vision, tes analyses du marché et puis de ce que fait Made in Design. Un grand merci. Merci à toi. Ah non, c'était un vrai plaisir. Merci à Comex. Et bonne rentrée à tous ceux qui nous écoutent. Parce que... Ouais, t'as raison. Merci à Comexposium, organisateur des événements One-to-One Retail E-Commerce de Monaco et One-to-One Digital Marketing de Biarritz pour la coproduction de cet épisode. Et puis merci à vous tous qui écoutez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à m'envoyer des messages via LinkedIn ou sur le site Les Digital Doers. Catherine, je te dis à très très bientôt. À bientôt. Merci.